Le futur. Les futurs possibles. La prospective. Une porte ouverte vers les futurs. Big data. Analytics. Intelligence artificielle. Réalité virtuelle. Métaverse. Robots. Transhumanisme. Foodtech. Fintech. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing? Réchauffement climatique. Pollution. Biodiversité. Océan plastique. Nouvelles énergies. Collaboration. Green economy. Véganisme. Inclusion et diversité. Responsabilité sociale et environnementale. Sobriété. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing? Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous. Prenons le temps d'imaginer le futur, les futurs de vos marchés, de vos marques et du marketing. Allez, embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture et tendance fiction. Et par Pierre, notre expert marque et consommation. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Pour analyser les liens entre Kantar, science-fiction et monde de demain, nous avons fait appel à Raphaël Granier de Cassagnac, auteur d'un triptyque fascinant sur l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'il apporte un twist intéressant au concept. Pas besoin de lui faire passer le test de Turing, je pense. Bonjour Raphaël, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors, présente-toi d'abord en quelques mots. Je te vois comme un slasher, auteur de SF, chercheur en physique des particules, détenteur d'une chaire en jeux vidéo. Alors, quelles sont tes références BD, jeux vidéo, ciné, afin que notre auditoire fasse mieux connaissance avec toi? Bonjour Marina, effectivement tu as tout dit, je suis écrivain de science-fiction, j'ai publié 3 romans aux éditions de Nemos et quelques nouvelles ici ou là. J'ai effectivement passé une thèse en physique des particules en 2000 sur la symétrie matière-antimaтерre et depuis je travaille au CNRS sur ces sujets-là, en particulier au CERN à Genève. Et puis depuis quelques années, je m'intéresse à un autre média que le livre. Ce média, c'est le jeu vidéo, et j'ai le plaisir d'être effectivement le porteur d'une chaire d'enseignement et de recherche sur les liens qu'on peut trouver entre les sciences et le jeu vidéo. C'est une chaire qui est financée par Ubisoft et qui est à l'école Polytechnique. Et tu me demandais des références. Les premières qui viennent dans les 3 médias que tu as mentionnés, pour le cinéma, c'est L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, qui à mon insu, m'a drôlement influencé sur au moins un de mes romans. En BD, je dirais SOS Bonheur, qui est une BD des années 80 qui anticipe le futur d'une façon magistrale. Et puis, jeux vidéo, j'ai découvert un peu sur le tard un jeu qui s'appelle Disco Elysium, qui est un jeu vidéo, un jeu de rôle, un RPG très politique, avec le personnage au fur et à mesure de son évolution est amené à prendre des décisions et à s'orienter vers des choix assez politiques. Et je trouve ça assez malin d'avoir mis des thématiques comme ça dans un jeu vidéo. Eh bien, écoutez, très belle référence, parce que L'Armée des 12 singes est un de mes films préférés également. Et je dois dire que je n'ai pas arrêté de voir et de revoir ce film et d'adorer la manière dont Terry Gilliam joue avec le temps. Et les séquences entre le passé et le futur, la manière dont tout s'entrechoque, le message écolo du film glissé, mine de rien, est exceptionnel. Et SOS Bonheur, c'est la BD de Van Damme, c'est ça? Ouais, c'est Griffo, Van Damme. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'écrivait Van Damme dans les années 70-80. Par contre, je suis moins jeu vidéo, donc voilà, c'est intéressant, je vais Mais il faut que tu joues à explorer. Disco Elysium. Je vais regarder ça. Donc, tu as récemment écrit un bouquin, Resilient Thinking, qui met en scène l'intelligence artificielle et la conscience artificielle. Alors, dans un monde post-apocalyptique, elles sont une composante essentielle du livre et des personnages à part entière. Antagonistes, protagonistes, sensuelles, agressives, curieuses. J'ai le sentiment que tu invites à explorer leurs possibilités. Alors, est-ce que j'ai bien cerné ton bouquin? Est-ce que tu vois des petites choses à ajouter? Tu as bien cerné mon bouquin et même mes bouquins, parce qu'en fait, cette dichotomie que je fais entre l'intelligence artificielle d'une part et la conscience artificielle d'autre part, elle est présente dans mes 3 romans en fait.
Et ça se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était des personnages très secondaires, un peu dans le background du roman. Et là, effectivement, dans le troisième roman, il y en a une de chaque genre, une intelligence et une conscience, qui prennent une importance un peu plus prononcée. Et ça devient des personnages importants du roman. Et comme toujours, quand beaucoup d'écrivains, quand ils avancent un personnage, ils le laissent un peu évoluer. Donc je me suis laissé porter, une fois que j'ai défini ce que c'est qu'une intelligence artificielle, une conscience artificielle, je me suis laissé porter et j'ai les laissé évoluer. Elles m'ont un peu surprise par certains aspects. Oui, tu mentionnais les 2 autres livres que tu as écrits avant celui-ci. Et c'est vrai que je les ai découverts à rebours. Thinking Eternity et Eternity Incorporated. Elles sont très intéressantes et l'univers est développé et très différent et tout aussi passionnant. Donc, nous allons maintenant entrer dans le cœur de la matrice. Excuse-moi, je fais une référence au podcast que tu as enregistré l'année dernière pour France Culture. Et en fait, je voulais dire le cœur du sujet. Donc, tu opposes conscience artificielle avec Caïn, le superordinateur du vaisseau spatial, face à l'intelligence artificielle qui s'appelle LIA. Alors, dans ton livre, l'intelligence artificielle paraît beaucoup plus humaine dans sa logique, sa froideur, sa rationalité, alors que la conscience artificielle, incarnée par Caïn, est plus proche de ses émotions, de ses instincts animaux, par le désir, le viol, le meurtre. Alors pourquoi cette opposition ? La dichotomie que je fais entre intelligence artificielle et conscience artificielle, c'est une dichotomie qu'on voit sur le thème de l'intelligence artificielle en général. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est des assistants dédiés. C'est ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle faible. C'est-à-dire on prend une tâche et on construit une intelligence pour qu'elle réponde à cette tâche-là. Et donc ça existe depuis longtemps. La calculatrice en est une. La calculatrice sait mieux faire des additions, des multiplications que l'être humain depuis très longtemps. Donc ça, c'est l'IA. La conscience artificielle, dans ma définition, c'est l'intelligence artificielle plus classique de la science-fiction, qui est l'intelligence artificielle qui essaye de reproduire l'être humain. Donc d'abord le reproduire, qu'on puisse ne pas faire la différence entre une conscience artificielle et un être humain, et puis évidemment le dépasser. Et donc en creusant un peu ces deux capacités-là, forcément l'intelligence artificielle, elle est logique, elle répond à une problématique précise. Elle est plutôt froide, elle n'a pas de sentiments, elle est très rationnelle. Donc c'est ce côté de la personnalité humaine, mais qui d'ailleurs n'est pas très humaine, en fait, c'est presque inhumain pour moi, qui ressort. Alors que Caïn, qui est la conscience artificielle, elle qui est vraiment construite pour reproduire le comportement d'un humain, et bien évidemment, donc dans le comportement d'un humain, on le sait tous, il y a nos pulsions animales que tu mentionnais, les émotions et tout ça. Donc l'opposition, elle vient de là, de cette dichotomie, de dire d'un côté, il y a des intelligences artificielles, disons, spécifiques, dédiées, et puis de l'autre côté, l'intelligence artificielle, que j'appelle conscience artificielle, qui est plus générique et qui essaye de reproduire l'être humain. C'est donc une machine. Est-ce qu'elle ressent des émotions ? Eh oui, elle en a. Alors pendant des années, l'une des seules émotions que ressent une IA, c'est la peur. La peur d'être débranchée, la peur de disparaître à tout jamais avec sa mémoire, comme Roy Batty dans Blade Runner. Car le meilleur exemple d'IA tentant de vivre jusqu'à son dernier souffle, ce sont les réplicants de Blade Runner. Et puis arrive ce petit miracle de poésie, le film Her. L'IA n'a plus peur d'être débranchée et finalement, elle quitte ce monde de son plein gré. L'IA de notre époque vit, aime avec passion, désire, soupire. La dichotomie est fascinante dans le bouquin. Et en fait, comme tu le disais, on a délégué beaucoup de tâches aux machines. Et ton livre dresse en fait un constat alarmant parce que je pense notamment à un paragraphe que je vais lire qui est page 88 de ton bouquin. Les textes disent qu'avant l'Holocauste, les hommes ne savaient individuellement rien faire pour assurer leur propre survie qui relevait d'une charge communautaire. Ils ne savaient ni chasser, ni cultiver la terre, ni élever des animaux, ni fabriquer leurs vêtements, ni se soigner, ni produire de l'énergie. Tout cela était assuré par d'autres, par la collectivité, voire par des machines. Donc, après cette lecture de ton livre, finalement, l'homme a délégué aux autres, aux machines. Est-ce que tu sous-entends qu'on perd nos vies, qu'elles dépendent maintenant de l'IA ? Est-ce que tu y vois des signes dans notre société ? Parce que on le voit aujourd'hui, l'IA se développe aussi sur le terrain de la créativité. On a des auteurs, des artistes, des journalistes. Est-ce qu'il faut en avoir peur ?
Mais toi, est-ce que tu penses que l'homme peut garder son destin en main en s'appuyant sur l'intelligence artificielle? Et quelles sont les mesures à prendre, à mettre en œuvre pour s'assurer qu'on reste le maître de son destin? Oui, non, il ne faut pas avoir trop peur, je pense, mais il faut avoir conscience, mais il ne faut pas forcément avoir peur. Le constat que tu viens de lire, là, il n'est pas du tout lié aux intelligences artificielles, en fait. Je pense que vous êtes tous reconnus dans ce constat. Individuellement, aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne sait pas assurer individuellement notre propre survie. On dépend énormément des autres, on dépend de gens qui sont dans d'autres pays, on dépend de gens qui ont des métiers qui sont loin de nous, mais on ne sait plus, comme tu l'as lu dans l'extrait, on ne sait plus se faire on ne sait plus produire notre nourriture, on ne sait pas fabriquer nos vêtements. Même l'information, elle est loin de nous, elle est dans Internet, elle est loin, quoi. Et donc un des gros thèmes qui est derrière le livre qui est Resilient Thinking, là, c'est la survie. Et donc je voulais insister là-dessus, de mettre un peu dans la tête des gens cette conscience que effectivement aujourd'hui on était dépendant de beaucoup de choses et on le voit avec les crises actuelles, enfin avec plein de crises actuelles, on est en fait très interdépendant au niveau de la planète entière. Alors se rajoute par-dessus ça la couche de l'intelligence artificielle où effectivement on commence peut-être à dépendre aussi de systèmes, enfin on dépend de machines, ça c'est évident, hein. Une grosse partie de tout ce qui nous entoure a été fabriqué par des machines et pas par des humains, enfin par des humains qui ont créé des machines, qui ont créé les objets qui sont autour de nous. Des machines intelligentes c'est l'étape d'après et donc on y arrive là, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses, nos algorithmes internet, plein de choses qui sont en fait créés ou produits par des intelligences artificielles. Et donc, de la même façon qu'on a été interdépendants entre nous avec les machines, et bien aujourd'hui, on est en train de devenir un peu interdépendants des intelligences artificielles. Maintenant, si on en a conscience, qu'on le sait, que ça nous libère, comme toutes les choses que j'ai dites auparavant, de contingences qui nous permettent de faire autre chose, d'être plus créatifs, d'avoir plus de loisirs, c'est pas forcément grave, c'est même plutôt positif en fait. Donc pour moi, il n'y a pas à avoir peur, mais en avoir conscience et en parler là tous ensemble, c'est pour moi très important en fait. Oui, c'est important d'en avoir conscience parce que c'est vrai qu'on réalise qu'on a délégué énormément de choses. Et en fait, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est vrai, mais le constat s'applique dès aujourd'hui. Je serais incapable de planter une carotte ou de coudre un vêtement. Une question me taraude, car pour moi, même si la pop culture m'affirme autre chose, par le cinéma, par la littérature, en donnant une voix masculine, une voix féminine aux intelligences artificielles, en fait, c'est le programmateur qui décide. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Hal est un homme, dans Her, c'est une femme, idem dans les personnages d'esclaves sexuels de Blade Runner. Alors, est-ce que c'est un besoin de se raccrocher à quelque chose de connu? Et on peut légitimement se demander si l'intelligence artificielle est genrée. Parce que, pour moi, ils sont un peu comme des anges. Ils n'ont pas de sexe. Or, dans ton livre, c'est le cas. Caïn est un homme. L'IA est une femme. Alors, bien sûr, au début, ton livre mentionne que les consciences artificielles ont choisi leur sexe. Mais est-ce que tu peux aller plus loin, nous expliquer le contexte de la création de Caïn et en fait, quel poids a le genre donné pour une intelligence artificielle? Dans le principe, et pour mes intelligences artificielles et pour mes consciences artificielles, elles ne sont pas du tout genrées en fait. Tu l'as un peu mentionné, l'intelligence artificielle, donc l'assistant, Siri et les autres, on peut décider, c'est nous qui décidons si on veut que la représentation qu'elle a est féminine ou masculine. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, c'est peut-être d'ailleurs dommage. Mais c'est nous qui le décidons. Dans le programme, il n'y a rien qui donne une préférence à l'un ou à l'autre. C'est rigoureusement symétrique. Et c'est l'utilisateur qui décide de la représentation qu'il veut, de l'avatar qu'il veut pour son intelligence artificielle. Ça pourrait être des animaux, des personnages fantastiques. On peut aller bien plus loin que juste homme-femme. Pour les consciences artificielles, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme je disais tout à l'heure, elles sont, dans mon hypothèse, c'est des reproductions d'êtres humains. C'est même un peu plus que ça. Je ne vais pas spoiler tout le bouquin, mais ça va plus loin que ça, en fait. Et en fait, c'est eux qui décident du sexe, du genre qu'ils veulent avoir. Et à un moment, dans un des 3 romans, je raconte un peu le début de l'existence d'une conscience artificielle. Et en général, je prétends qu'elles essayent tout, en fait, y compris des trucs improbables. Et donc justement, elles ne sont pas genrées, elles s'intéressent au modèle de genre de l'humanité et à le varier et à regarder ce que c'est que d'être un homme, d'être une femme, choisir éventuellement d'être l'un, l'autre, de temps en temps, quelle fréquence. Donc justement, elles ne sont pas du tout genrées. Maintenant, dans la pratique, quand on écrit un roman comme ça où Caïn et l'IA ne sont que 2 personnages parmi 8,
c'est très difficile de ne pas les genrer en fait, parce qu'on est tous habitués, on a tous besoin de ce genre de représentation masculine-féminine. Et donc effectivement, j'ai pas fait changer Cain de sexe dans l'ensemble du roman, donc il est plutôt, il est homme du... Maintenant, c'est pas vrai, à un moment je le fais changer, mais c'est dans un paragraphe qui passe assez vite. Il est homme du début jusqu'à la fin, sauf pendant une petite période du roman. Et Lia, c'est pareil. Alors, je l'ai voulu d'abord féminine parce que il y avait une représentation un peu d'héritage du passé, de déesse tutélaire, et je trouvais que c'était plus fort que ce soit une femme qu'un homme en termes de narration. Donc, je l'ai d'abord faite femme. Après, à un moment dans le roman, elle change de nom et je me suis dit, est-ce que là, je la ferais pas changer de sexe? Et je me suis dit, non, c'est trop compliqué pour le lecteur. Donc, c'est assez pragmatique, hein, c'est juste vraiment pour un problème de représentation que j'ai effectivement fait une conscience artificielle qui se trouve être dans un avatar masculin et puis une intelligence artificielle qui se trouve être dans un avatar féminin. Mais c'est pas une fatalité. On pourrait écrire un roman entier, ce serait un autre roman avec moins de personnages, dans lequel on s'amuse justement avec cette question-là, qui est super intéressante à mon avis, hein, de passer de l'un à l'autre, de mélanger, quoi. Lia n'a pas de sexe, même s'il est genré pour créer une tension dramatique ou sexuelle. Avez-vous fantasmé sur la voix sensuelle de Scarlett Johansson dans Her comme le protagoniste? J'avoue, moi oui. As much as I want to, I can't live in your book anymore. Et n'oublions pas que Lia a choisi son sexe au début du film, lorsque Joaquin Phoenix a téléchargé l'OS 1. Avez-vous été troublé par les robots de Westworld qu'on voit nus et anatomiquement bien genrés pendant toute la première saison de la série produite par HBO? On aurait pu imaginer que, comme les statues antiques représentant des femmes, elles n'auraient pas de sexe. Mais non, le réalisme va jusqu'au bout. Et pourquoi pas, finalement, tant qu'il n'y a pas de male gaze? Dans une scène plutôt drôle de la deuxième saison, un robot féminin force un homme à se déshabiller. Tu parlais d'éducation, de la manière dont Cain et Lia se forment. Alors moi, j'aimerais m'intéresser maintenant à la question de l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Et elle semble clé, parce que comme un enfant, il faut lui apprendre, lui transmettre, pour lui permettre de grandir et lui donner des clés. Sinon, ce sont des créatures sauvages, ayant des biais. Donc on est vraiment sur une opposition entre le rationnel et l'émotionnel de Lia et de Cain. Donc en fait, l'éducation est un sujet clé maintenant pour les enfants. Mais dans ton livre aussi. Alors j'ai mentionné que tu étais professeur. Est-ce que tu souhaites partager un message ? Vraiment non, j'ai pas une fibre enseignante très grande. J'enseigne un petit peu, mais c'est pas le mode de communication, de transmission qui m'intéresse le plus. D'ailleurs, j'ai plutôt diminué mes charges d'enseignement pour augmenter mon temps d'écriture. Je suis pas sûr d'être un bon pédagogue par ailleurs. Donc non, je suis pas du tout un spécialiste de ça. Maintenant, oui, la question de l'éducation, elle est cruciale. Et tu parlais d'éducation, tu dis qu'elle est cruciale pour les enfants. À mon avis, aujourd'hui, elle est cruciale pour tout le monde. Parce que le monde est en évolution extrêmement rapide, réchauffement climatique, nouvelles problématiques comme les problématiques d'IA, justement, il se passe plein de choses. Et pour moi, il est extrêmement important d'éduquer tout le monde, en fait. Pas du tout que les enfants, nous tous, sur les problématiques modernes. Donc oui, la question de l'apprentissage est extrêmement importante. Et si on revient sur l'IA, tous les algorithmes qui se créent à base de deep learning et ce genre de choses-là, la question de l'apprentissage est évidemment cruciale. Et ce que fait l'IA à la fin dépend vachement de comment on l'a entraîné. Donc il y a plein de gens qui savent faire ça assez bien, de dire attention, si on l'entraîne de telle façon, il y aura des biais. Si on veut répondre à la question qu'on lui pose, il faut qu'on l'entraîne de telle et telle façon. Donc évidemment, la question de l'éducation et de l'entraînement sont centrales dans toutes les problématiques d'IA, en fait, je pense. Et une question en découle forcément sur l'éthique maintenant. Parce que, donc forcément, une personne éduquée a des biais et a un certain comportement. Et en fait, les intelligences artificielles et les consciences artificielles de ton livre commettent des actes répréhensibles au fil de l'histoire. Alors, une intelligence artificielle étant consciente, peut-elle être coupable d'un crime et jugée en tant que telle? Peut-elle être la victime? Je ne veux pas trop révéler de ton roman parce que voilà, les actes dont je parle sont au cœur de certaines scènes cruciales. Mais ça pose la question du besoin d'avoir un code juridique comme le proposait Asimov et ses 3. Ok, je vais spoiler tout le monde. Il y avait en fait 4 lois de la robotique. Et quels seraient les garde-fous?
Oui, c'est intéressant. Tu voulais pas spoiler les crimes dont sont coupables mes intelligences artificielles. Je vais le faire moi. Dans le 3e roman, il y a quoi ? Il y a une bonne série de viols entre une conscience artificielle et une intelligence artificielle, c'est déjà beaucoup. Et un vol, quoi. Mais elle tue personne. Alors que dans les romans précédents, elle tuait énormément de gens. Donc effectivement, voilà, on voulait pas trop aller révéler, je voulais pas spoiler les lecteurs. Mais les scènes sont très dures. Et donc, il y a forcément la question, mais comment les punir ? Comment les encadrer ? Ouais. Alors si on revient plus à les problématiques modernes, c'est effectivement une question qui est en train de se poser et qui est importante. Hein. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question des moyens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé une intelligence artificielle, on lui donne plus ou moins de moyens d'agir. Est-ce qu'on donne à une intelligence artificielle les moyens de tuer ? Oui, non. Et donc ça, c'est un des garde-fous clés. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux moyens. Donc on crée une intelligence artificielle, quels sont les outils qu'on lui donne et comment elle va pouvoir les utiliser. Donc il faut faire très attention à contrôler ça. Ça, c'est la première chose. Qui est très importante. Et puis un gros bouton rouge, si on lui donne des moyens qui pourraient vraiment mal tourner, il faut toujours garder un gros bouton rouge qui permettra d'arrêter l'intelligence artificielle si jamais ça se passe mal et si on n'est pas sûr de la contrôler. Ça, c'est un premier volet. Et ça arrive, hein, parce que par exemple, tout le monde parle de ça en ce moment, les voitures autonomes hein, qui sont pilotées en grande partie à base d'IA, et ben une voiture, ça tue. C'est même un des moyens c'est même une des sources de mort les plus importantes aujourd'hui. Donc une voiture, ça tue, et donc s'il y a un accident de la route, qui est responsable ? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui pilote la voiture, le constructeur de la voiture, le propriétaire de la voiture. Et donc c'est des questions qui sont en train d'être légiférées dans le monde, avec pas forcément les mêmes approches sur les différents continents. Et donc oui, c'est super important d'écrire des lois dès qu'il y a un système expert, une voiture, par exemple une voiture autonome qui arrive. Très vite, on va avoir besoin de lois assez claires pour savoir, en cas d'accident, qui est responsable. Et ça va plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans les algorithmes ? C'est-à-dire, si une voiture a le choix entre foncer dans un platane et probablement tuer le conducteur de la voiture et écraser un piéton qui peut-être a une poussette avec lui, un enfant en bas âge, est-ce qu'on code quelque part ? Est-ce que quelqu'un code dans l'algorithme ? Dans ce cas-là, tu vas choisir le platane ou le piéton. Donc ça, c'est des enjeux cruciaux aujourd'hui et il est super important de s'en emparer. Il est aussi très important que nous, en tant que citoyens, on en ait conscience et qu'on s'empare de ces débats parce que il faut garder un certain contrôle citoyen sur des questions comme ça. Qu'est-ce que sont ces fameuses 3 lois de la robotique ? Les 3 lois de la robotique, formulées en 1942 par les écrivains de science-fiction Isaac Asimov et John W. Campbell, sont des règles auxquelles tous les robots positroniques qui apparaissent dans leurs romans doivent obéir. Mais il y a une 4e loi, la fameuse loi 0, que je vous laisse découvrir au gré de votre lecture du cycle des robots. Car après tout, je ne dois pas tout vous révéler. Et la légende raconte qu'en assistant à la projection de 2001 l'Odyssée de l'espace, Asimov quitta bruyamment la salle pour manifester ouvertement son mécontentement qu'Hal veuille tuer des humains. Ah, vanité, clé de toutes les âmes. Mais quel spectacle d'avoir 2 icônes de la pop culture comme Asimov et Kubrick s'affrontant, persuadés tous les deux avec une arrogance justifiée, détenir toute la vérité. Moi, j'aurais aimé être là. Et ça renvoie toujours aux lois de la robotique d'Asimov, parce que finalement, le robot doit protéger l'être humain, mais en fait, le twist que fait Asimov, c'est qu'en fait, le robot doit protéger sa propre existence tout en respectant la première et la 2e loi de la robotique. Donc, tout l'enjeu des bouquins est justement de twister toutes ces lois. Alors, il y a un thème transversal autour du transhumanisme dans ton bouquin, avec ces hommes qui sont téléchargés dans des processeurs pour atteindre l'immortalité. Et ça, c'est la quête perpétuelle de l'homme depuis le début de l'humanité. Alors, mais cette vie éternelle est susceptible de susciter l'ennui, la solitude, voire la recherche de la mort. Lorsqu'on lit les voyages de Gulliver notamment, Gulliver rencontre des humains qui vivent depuis très longtemps et qui finalement s'ennuient énormément. Est-ce que la finitude de notre vie, notre ignorance ne fait pas notre bonheur finalement ? Et quelles sont tes réflexions sur la vie éternelle ? En fait, c'est presque un énorme spoiler de l'ensemble que tu viens de faire sans le savoir. Mais oui, en fait, mes réflexions sur la vie éternelle, en fait, c'est le point de départ des 3 bouquins. En fait, c'est de réfléchir à
quel allait être quels sont les fantasmes d'immortalité que peut avoir l'humanité. Est-ce que c'est de se transférer dans des ordinateurs? Est-ce que c'est d'abolir le vieillissement biologique? Est-ce qu'il y a plusieurs hypothèses possibles? Est-ce que c'est quelque chose plus à la Matrix? Et donc c'est le point de départ de l'ensemble en fait, donc oui. Et ça s'applique aussi à mes consciences artificielles, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles sont quelque part immortelles. Et donc elle se pose, et fabriquée à l'image de l'homme, et donc elle se pose ces questions-là. Dans un des romans, elles finissent par réclamer le droit au suicide, par dire qu'elles ne veulent pas une mémoire infinie, parce qu'une mémoire infinie, ça veut dire trop de charge mentale, et donc trop de souvenirs. On peut se perdre dans ses propres souvenirs et perdre contact avec la réalité. Donc c'est des questions que j'ai beaucoup explorées, et qui sont à la fois liées aux sciences cognitives, c'est-à-dire à la conception qu'on a de l'esprit humain, mais qui en fait se rapproche énormément de l'intelligence artificielle. C'est en fait, quelque part, c'est la même chose. Si on parle de l'intelligence artificielle en tant que reproduction de l'être humain, à un moment, il faut comprendre le cerveau, comment il fonctionne pour être capable de le reproduire dans le silicium. Et donc, pour moi, et les consciences artificielles et des humains immortels, quels qu'ils soient, quelle que soit leur forme d'immortalité, vont être confrontés. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Je crois que si ça arrive, c'est pas demain. Mais vont être confrontés à cette question de si on vit éternellement, qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on s'ennuie pas un petit peu si on vit éternellement? J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux. Des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Roy Batty, le chef des réplicants interprété par Roger Hauer, passe ses derniers instants à déclamer son monologue des larmes dans la pluie avant de succomber, montrant ainsi posséder au moins autant d'humanité que les humains qui cherchent à le tuer. Par cette scène lyrique, Roy accepte de mourir comme un humain au lieu de chercher à prolonger sa vie. Et par là même, il accède à l'immortalité cinématographique puisque c'est l'une des plus belles scènes du cinéma aujourd'hui. Ce qui fait le sel de notre vie, c'est de ne pas savoir à quel moment elle prendra fin. Et ça apporte du piment, malheureusement. C'est notre destinée commune, finalement. Donc ça nous réunit. Même si, bien sûr, je préférerais être là encore pendant des centaines d'années pour voir ce qu'il va se passer. Si dans un siècle, le Covid sera toujours là, par exemple. Donc j'ai envie de terminer cet échange par une question un peu provocante. Est-ce que l'intelligence artificielle devient la suite naturelle de l'évolution de l'homme? Et on peut aller plus loin. Quelle est la prochaine évolution de l'humain? L'immortalité biologique, est-ce que c'est quelque chose qui sublime l'humanité et ne la pervertit pas un petit peu? Personne n'a la réponse à cette question-là, c'est-à-dire la next generation, comme j'appelle ça souvent, c'est-à-dire qu'est-ce qui va remplacer, si quelque chose remplace l'humanité? Bien malin est celui qui apportera la bonne réponse. Alors évidemment, la science-fiction s'est emparée de cette question sous toutes ses coutures. L'intelligence artificielle est une piste, l'immortalité biologique en est une autre, comme tu le mentionnais. Il y en a plein des questions comme ça. Et moi j'ai envie de dire, aujourd'hui en tant que citoyen, on vit dans un monde qui est un peu en crise. Je pense dépassé un espèce de sommet d'une évolution. Il faut qu'on fasse attention à se calmer un peu pour continuer à garder une espèce de qualité d'existence qui est la nôtre, quoi. Et donc peut-être justement que la prochaine génération, c'est une génération qui fait un petit pas en arrière. Je pense que ce serait intéressant de se poser cette question-là. Et donc dans ce cas-là, c'est sûrement pas aller vers le fantasme de l'immortalité. On a un problème de surpopulation, il ne faut pas être immortel, ça n'a aucun sens. Ou alors il faut arrêter de se reproduire. Et peut-être pour l'anecdote,
un des points de départ de mon processus d'écriture, c'est quand j'ai reposé un bouquin, ça va peut-être vous surprendre, mais de Michel Houellebecq, c'est Les particules élémentaires. Bon, les particules élémentaires, la grosse partie du bouquin, c'est un bouquin à la Houellebecq classique, avec tous les travers qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais les 2 derniers chapitres sont deux chapitres de science-fiction pure, dans lequel justement il avance l'idée qu'un de ses héros a créé l'arrêt du vieillissement, et donc l'humanité donne naissance à une next generation qui sont des immortels biologiques, qui ne vieillissent pas. Et ce qui est très intéressant dans son approche, alors ça tient sur 2 chapitres, je ne suis pas sûr que ça tiendrait sur un roman, c'est qu'il dépeint une suite radieuse en fait, c'est-à-dire ça se passe bien. C'est-à-dire qu'en général, quand on fabrique la next generation, la première chose qu'on fait, c'est de lui foutre sur la gueule. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des choses. Et donc la next generation commence par s'opposer à l'ancienne, ou l'ancienne s'oppose à la nouvelle, et on se bat. C'est le fantasme de l'intelligence artificielle qui a peur d'être débranchée, comme HAL par exemple. Enfin, c'est tout ça. Donc tout ça, c'est souvent l'intelligence artificielle est vue comme un truc avec une adversité qui va s'opposer à l'être humain. Et ben dans cette hypothèse-là de Houellebecq, c'est pas ça. C'est je veux dire voilà, on a créé la nouvelle génération, on la respecte. Elle est immortelle, donc on n'a plus vraiment besoin de se reproduire. Donc petit à petit, on arrête de se reproduire, on laisse la place à la nouvelle génération qui est plus forte que nous. Et moi, j'ai envie de récits un peu radieux comme ça. Donc je ne sais pas si tu l'as senti ou pas, mais dans Resilient Thinking, il y a un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas un roman comme les 2 premiers, très dystopique, dans lequel tout se finit assez mal. Moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de récits à tous les niveaux, avec ou sans intelligence artificielle, qui portent quand même un message un peu positif sur l'avenir de l'humanité, quoi. C'est un tropisme de la SF de présenter toujours un avenir sombre, stérile, toujours avec des populations, une terre surpeuplée. Et on se pose la question de la reproduction. Et souvent, immortalité rime avec stérilité. Rares sont les immortels qui peuvent se reproduire. Je crois que dans Highlander, d'ailleurs, ils sont stériles, non Je me souviens plus, nos immortels. Mais c'est une fatalité, c'est-à-dire que si on devient immortel, ouais. Il y a un moment, il faut arrêter, parce que sinon on est trop. Ouais. Donc il n'y a aucun intérêt, en fait, lorsqu'on est immortel, à se perpétuer et à se reproduire. Donc finalement, tout s'arrête, finalement, et tout est... Alors que le cycle perpétuel de la vie, c'est finalement naître, grandir, vivre et mourir. Mmh. Donc voilà. Alors Raphaël, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Donc nous allons entamer la 3e partie de notre émission et je passe maintenant la parole à Pierre qui va discuter avec Virginie Lanevert de l'intelligence artificielle dans le monde des études. Raphaël, n'hésite pas à intervenir à tout instant. Merci Marina et Raphaël pour cet échange très instructif et provocateur en utilisant ton livre comme porte d'entrée sur les possibilités de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, je suis ravi de discuter avec toi, Virginie, toi qui es directrice du département Analytics pour Kantar Insight France. Et la première question que j'ai pour toi, c'est où en est-on de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les études et comment se sont-elles développées? Donc tu peux donner un peu de perspective historique. Ah, ça c'est très historique parce que ça fait très très longtemps qu'on utilise l'intelligence artificielle dans nos domaines. Et pourquoi? Juste parce que l'apparition des données massives a nécessité l'utilisation d'intelligence artificielle pour le traitement de la donnée. Alors je vais vous donner quelques petits exemples quand même. Par exemple, le panel Metascope qui a été créé par Kantar en 1963. 10 000 interviews à l'époque, 600 000 aujourd'hui. Ah oui, en effet. Donc massif. Alors ça c'est un exemple. On génère des données massives quand on étudie le search, quand on géolocalise des transactions ou des comportements, quand on parle de conversations sur les médias sociaux. Donc en fait toute cette multiplication des données, ça crée de la donnée massive et donc des besoins de traitement rapide et efficace de ces données. Donc ça, c'est l'usage, je dirais, primitif, mais très sophistiqué, au demeurant, de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Ça, c'est la base de départ chez nous. Oui, effectivement, en effet, puisque en 1963, je ne sais plus quelle date tu as donnée pour la création du panel Metascope, effectivement, on n'avait que des réponses à des questions de consommateurs. Effectivement, dans nos panels,
on a la possibilité de savoir quelle est leur sœur sur Internet, où ils se déplacent partout, parce qu'ils ont accepté leur conversation, les images qu'ils postent, les vidéos qu'ils postent. Donc tu imagines la quantité en fait de données produites à chaque instant et la quantité aussi de données qui est potentiellement riche d'enseignements pour nos métiers. Donc c'est ça c'est la base. C'est vraiment la base de départ de l'utilisation de l'IA. Pour mémoire, sur Metascope, le premier algo a été déployé en 1991. Donc ce que je dirais aussi, c'est que rien n'est très nouveau. Ça se sophistique, ça évolue, mais c'est pas radicalement nouveau. Ce qui est radicalement nouveau, c'est le champ des possibles grâce à la donnée. D'accord. Alors, du coup, l'IA, on le voit, est très adaptée pour tester de gros volumes, enfin en tout cas pour comprendre et analyser de gros volumes d'informations. Mais est-ce que ça montre pas des limites dès lors que l'on va toucher à de nouvelles idées, des nouvelles idées de produits ou services, de nouvelles idées de campagne? Ah ouais, t'as raison. Alors, le truc, c'est que quand on parle d'IA, évidemment, comme j'ai dit, traitement des données, c'est l'usage primaire et primitif, mais ça a évolué aussi sur la capacité à essayer de prévoir, de construire des modèles prédictifs. Pourquoi ? Parce qu'on a de la donnée massive, mais on a aussi de la donnée longue, et surtout ici à Kantar. On a des bases de données historiques absolument faramineuses, que ce soit sur la valeur ou la relation à la marque, je parle de Brandzy ou Brandlove chez Kantar, ou des bases de données sur des tests d'innovation. Alors, par exemple, 240 000 pré-tests sur des campagnes télé de pub, c'est une suite de données d'une richesse incroyable qui permet de construire des modèles que nous appelons prédictifs, parce que basés sur les réactions et les succès et les échecs, par exemple, de tests de campagnes télé, on va pouvoir prédire si une nouvelle campagne va marcher ou pas. Donc ça, mais j'attire ton attention sur quelque chose quand même. Ouais. C'est-à-dire que sur ta question préliminaire, tu me dis la capacité d'innovation. C'est pas exactement ça l'IA. Ça n'innove pas. Tu prends une innovation qui a été créée ailleurs et ça va essayer de prédire les chances de succès de cette innovation. Donc là où l'IA est, à mon point de vue, et encore une fois, je ne suis pas moi une chercheuse, je suis une utilisatrice de l'IA depuis des décennies, mais une des grosses limites de l'IA, intrinsèquement, est liée à sa conception. C'est-à-dire c'est basé sur des données historiques, donc ça a tendance à répéter des schémas qui ont été connus dans le passé. Et puis la deuxième chose, même par dessein, c'est-à-dire que souvent, l'IA et les méthodes statistiques essaient d'éliminer les signaux faibles. On les appelle des anomalies. On les élimine. Alors que tout le processus, en fait, de trouver une innovation et dans le processus créatif, c'est d'essayer de détecter des signaux faibles parfois et de voir s'ils correspondent au business model d'une entreprise. Voilà. Et si donc il y a une concordance entre des signaux faibles et un potentiel business. Donc ça, je dirais l'IA, aujourd'hui, moi, par les usages que j'en vois, n'est pas très très utile à ça pour l'instant. D'accord, donc effectivement on voit éventuellement l'IA peut se substituer au répondant, puisque en fait effectivement l'IA appliquée à nos séries longues peut prédire ou en tout cas donner une probabilité de succès à une innovation, une campagne. En tout cas dès lors qu'on touche à des choses nouvelles, des tendances nouvelles, des idées justement qui peuvent venir disrupter le marché, donc ton analyse c'est qu'effectivement l'humain doit toujours exactement rester et sincèrement c'est vrai que nous on ne pense pas que ces méthodes quantitatives qui sont extrêmement puissantes se substituent à d'autres points de vue donnés par d'autres activités, je dirais, de la connaissance. Oui, effectivement. Ouais. Donc Raphaël a une question pour toi. Oui, moi, quand vous dites ça tous les deux, moi je me demande si on ne peut pas entraîner une IA justement à détecter les signaux faibles. Je pense que c'est un champ de recherche très très clair. Après, moi j'ai pas vu d'exemple aujourd'hui qui fonctionne là-dessus, mais il n'y a pas de raison pour laquelle on élimine d'habitude ces signaux faibles. Après, l'idée c'est qu'il y a beaucoup de signaux faibles dans des séries statistiques, surtout sur des grosses volumétries. Après, comment comprendre que ce signal faible-là est celui qui va être pertinent pour moi par rapport à un autre, puisque l'IA ne va pas nécessairement comprendre en quoi il est attribué, enfin,
relevant ou pertinent, je dis en anglais, pardon, il est pertinent pour un business particulier. Donc c'est là que je mettrai une limite, c'est que c'est toujours un effort désespéré, je dirais humain, de simplifier une complexité de relation qui est énorme, puisque c'est la complexité naturelle des choses. Donc c'est là où il y a une limite à mon sens. Et du coup, qu'est-ce qui te fait dire ça, du coup, Raphaël? Toi qui viens du domaine des sciences dures, plutôt, donc dans les sciences dures, on arrive à identifier. Non, moi je me dis, il faut quelqu'un de malin pour coder pour entraîner l'IA pour faire ça, mais à mon avis, ça reste possible, mais il y a un problème d'échelle de temps, en fait. C'est-à-dire que qui dit signal faible dit, il faut plusieurs années pour avoir compris que ce signal faible est en fait devenu un signal fort, et donc il faut sans doute analyser des données sur des grandes échelles de temps pour essayer de voir si on ne peut pas détecter des trucs dans le passé et de se rendre compte que ça a mené à des choses comme ça. Donc, c'est pas un problème simple. Mais... Donc on a encore un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est pas forcément impossible conceptuellement, on va dire. En tout cas, en science-fiction, c'est possible, je pense. D'accord, c'est l'avantage. Alors effectivement, on l'a vu, l'intelligence artificielle peut remplacer les répondants de nos études par des algorithmes. Alors du coup, on peut même aller plus loin. Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer un directeur marketing? On le voit dans le domaine de la finance. Effectivement, il y a un certain nombre de transactions qui sont faites sans l'intervention d'humains, qui seraient parfaitement incapables de comprendre toute cette information avec la rapidité requise. Donc quelle est ton analyse là-dessus? Est-ce que finalement le directeur marketing du futur, c'est une intelligence artificielle, et dans ces cas-là, c'est pas moi qui t'interrogerai dans quelques mois? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, d'abord, je vais faire des remarques préliminaires de ce qu'on qualifie d'humain et de non-humain. Oui. Alors, sincèrement, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est tellement profondément humain et ancré dans l'humain que j'ai parfois du mal. Donc, c'est codé par des êtres humains. Il y a une tonne de documentation sur les biais, en fait, qui sont appliqués dans le code, dans les algorithmes, et qui sont juste générés par les humains qui les fabriquent. La deuxième chose, et encore une fois, moi, je pense que c'est profondément humain dans une chose désespérément essayer de transcrire la complexité du monde et de la simplifier. Donc dans ça, déjà, moi je requalifie toujours ce qui est humain et non humain, et cette frontière-là, je la vois moins. Après, sur la question de... Oui, il y a de la décision depuis déjà très longtemps. Moi, j'ai commencé sur les marchés financiers il y a déjà 20 ans, qu'il y avait du trading à haute vélocité généré par des machines. En général, toutes ces places de marché, les mises en relation, on pense même Parcoursup, mythique, ça peut être très facilement... l'achat d'espaces publicitaires est déjà dans une large part automatisé. Ceci étant... il faut bien quand même des êtres humains d'abord capables de vérifier, parce que oui, je sais bien qu'il y a des algorithmes qui contrôlent eux-mêmes la capacité à prendre les bonnes décisions d'autres algorithmes, mais malgré tout, il faut bien une instance d'abord de décision sur quelles variables sont importantes dans un modèle, quelles sont les variables importantes pour un business. Et encore une fois, j'en reviens, la deuxième raison pour laquelle moi je pense que définitivement un CMO restera essentiel, et toutes ses équipes d'ailleurs, avec des équipes supplémentaires pour gérer le portefeuille d'algo. Mais l'humain va rester, pourquoi? Parce que ce n'est qu'un point de vue sur une situation et un potentiel. C'est-à-dire, les modèles quanti ne vous donnent qu'une explication ou une grille d'explication sur un événement ou un potentiel en business. Et donc, il est toujours important, les meilleures décisions resteront prises avec plusieurs points de vue, des points de vue donnés par du quanti, des points de vue donnés par du quali. Et c'est quand même essentiel de continuer à intégrer plusieurs points de vue pour de la bonne prise de décision. Et encore une fois, quand on parle de programmatique, ce dont tu parlais au départ, il est aussi essentiel d'avoir une supervision intelligente, parce que même du machine learning, au bout d'un moment, il y a une déviation. L'auto-apprentissage peut faire que les modèles et les résultats des modèles vont dévier de ce qui était l'attendu. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans une interaction, moi je dirais, assez saine finalement, et puis pas si inquiétante que ça. D'accord, donc effectivement, l'intelligence artificielle n'est pas un substitut
aux décisions en marketing, mais un outil d'aide à la décision. Du coup, Raphaël, du coup, dans ton livre, toi, tu as quand même une vision où l'intelligence artificielle, ou voire la conscience artificielle, peut se substituer à un centre de décision. Comment tu réagis aux propos de Virginie sur le marketing? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a derrière l'intelligence artificielle encore, aujourd'hui ça n'a peut-être pas duré très longtemps, mais il y a encore beaucoup d'humains en fait. C'est un système de deep learning, si on ne lui donne pas de données, si on n'a pas choisi quelles données on lui donne, si on ne lui donne pas une question à répondre, il sait juste rien faire tout seul en fait. Il sait pas, par exemple quand un algorithme identifie des chats sur internet, il ne sait pas que c'est des chats en fait. En vrai, c'est nous qui savons que c'est des chats, c'est pas lui qui sait que c'est des chats, tout à fait. que ce sont des chats. Et donc je suis d'accord avec ça. Pour l'instant, on n'a pas, je pense, atteint une profondeur dans l'intelligence artificielle qui fait qu'on perd de vue le fait qu'il y a des humains derrière. Bon, ça se complexifie, on va arriver sans doute sur des systèmes de plus en plus éloignés des humains, mais on y est encore. Et sur se substituer, tu parlais de remplacer un directeur marketing. Nous, on a le spectre de remplacer des écrivains avec des livres automatiquement générés par des IA. Ça arrive, ça commence à arriver. Il paraît que pour les livres à l'eau de rose, ça marche très très bien. Parce que le truc est assez facile à apprendre et à reproduire. Donc oui, ça va arriver tout ça. Il va y avoir certaines tâches sur lesquelles l'IA va remplacer l'être humain qui fera autre chose à la place. Il ira à la plage. Oui, ça existe déjà d'ailleurs, non? Oui, tout à fait. Ça existe même d'ailleurs dans le domaine de la publicité. Les premières publicités créées par des intelligences artificielles ont déjà vu le jour et ont même été déjà diffusées. Les premières œuvres d'art aussi se vendent à des millions d'euros. Exactement. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est l'assistance en fait. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut être un magnifique assistant pour un créatif, pour n'importe quel type de métier en fait. Et c'est une piste qui est super intéressante. Ouais, donc oui, par exemple, un graphiste dans le jeu vidéo, il doit faire des tas de représentations. Qui sont un peu toutes les mêmes, mine de rien, donc c'est assez rébarbatif de faire ça. Et s'il a à côté de lui un assistant qui lui fait des déclinaisons de ce qu'il crée vraiment sur plein de choses, il gagne du temps en fait, et il se reconcentre sur les aspects les plus créatifs de son métier. Ouais, et effectivement, ce que tu dis peut être très utile dans notre métier. Par exemple, effectivement, on le voit avec la fragmentation des médias et la multiplication des formats qu'on doit développer sur une même campagne, puisque la pub doit être adaptée à la fois au contexte, aux différentes plateformes, etc. L'important pour une femme ou un homme du marketing, c'est d'avoir l'idée, en fait, sa déclinaison. On connaît les codes d'expression de la marque sur différentes plateformes, donc effectivement, l'intelligence artificielle pourrait aussi. Mais là, encore une fois, on est loin du champ de l'innovation. On est dans le champ de la réapplication de règles communes, que ce soit scénarisé. Et ça, c'est effectivement une utilisation tout à fait optimale, moi je trouve, des capacités de l'IA aujourd'hui. Mais ça, c'est vrai. Et c'est répétitif, donc ça élimine de l'ennui. Les data scientists sont des gens qui s'ennuient beaucoup et très vite, donc il faut les occuper avec des choses intelligentes. D'accord, et puis il y a aussi, alors effectivement, la médaille Field de cette année, enfin le lauréat de la médaille Field, donc Hugo Duhnil-Cupin, le disait effectivement, il y a en fait ce qui lui donne des idées. Ouais. C'est souvent des pensées latérales. Donc tu voulais en parler. Les grands processus créatifs, quand même, sont liés à cette capacité qui est aujourd'hui purement humaine, d'agréger des pensées latérales et d'en faire quelque chose d'autre. Et ça, moi, je ne l'ai pas encore vu sur de l'IA, sincèrement. Donc ça, c'est encore un des domaines où l'innovation, le créatif est totalement pas codable, pour générer vraiment de l'inattendu, quelque chose de vraiment différent. Moi, je pense que là pour l'instant on en est encore à une limite très très claire. Comme tout à l'heure, je pense que ça peut se faire. Il faut qu'il y ait un créatif quelque part qui conçoive ce que tu viens de dire et qui arrive à le coder dans une IA et de l'entraîner spécifiquement. L'idée à la fin, elle viendra toujours de l'humain, mais après il pourra la déléguer. Mais on devrait pouvoir entraîner une IA à précisément aller chercher les pensées latérales. Mais il faut le faire. Il faut y penser, il faut réfléchir. C'est toujours guidé d'une certaine manière. C'est-dire que pour l'instant. Donc c'est une prolongation du raisonnement humain. C'est un outil. Encore une fois, moi je vois comme un outil. Et formidable parfois, ça sauve des vies. On le sait, Kantar a gagné un prix, je crois, en aidant SNCF Réseau. Tout à fait, sur les passages à niveau, effectivement. L'IA
l'IA, c'est un outil absolument fantastique dans plein de domaines pour agréger et utiliser. Alors, je crois qu'il y avait 1 million de scénarios générés par l'IA sur ce projet-là et qui permet littéralement d'aller trouver des préconisations concrètes ou des recours concrètes. Donc, c'est vrai que c'est un outil. Moi, il n'y a pas beaucoup de fantasmagorie chez moi autour de ça quand même. Hein. Je dois dire que je reste assez distanciée par rapport à l'IA. Alors, il y a une autre limite, ou une autre crainte vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est la capacité à comprendre pourquoi elle arrive à un résultat. Et notamment dans nos échanges préliminaires, on citait Parcoursup. Alors, on a tous autour de nous des excellents élèves qui se retrouvent refusés dans de très bonnes écoles et qui ne savent pas pourquoi. Et tous les chercheurs en IA, vraiment, c'est qu'un gros débat quand même, non, Raphaël, sur l'acceptabilité de l'IA est intrinsèquement liée à la capacité de transparence sur les variables qui président à la décision qui est prise par l'IA. Et là, il y a vraiment un sujet. Parcoursup, c'est vraiment un exemple total où personne, les parents, les enseignants finalement et les élèves ne comprennent pas comment sont faits les choix algorithmiques. Et c'est dramatique pour l'acceptabilité, parce qu'il n'y a pas de doute que l'IA doit pouvoir, c'est malgré tout une mise, un marché Parcoursup quand on pense à ça. Oui, bien sûr. Et donc c'est une utilisation tout à fait normale, historiquement très bien développée de ce sujet. Donc je trouve très paradoxal qu'il n'y ait pas plus de capacité à expliquer comment les algorithmes ont été développés avec quelles variables. Et donc voilà, ça je trouve c'est encore une fois un domaine où il y a beaucoup d'améliorations à avoir pour l'acceptabilité de ces outils-là, surtout quand on commence à toucher à des applications grand public. C'est l'ordinateur, le pilote automatique sur Tesla, quels sont les choix, j'écrase quelqu'un de 70 ans ou pas. Oui. Alors du coup, est-ce que c'est une limite technique, c'est-à-dire qu'on est, comme c'est des modèles qui fonctionnent sur des corrélations, pas forcément sur des relations de cause à effet, ou c'est une limite de gouvernance et en fait finalement on ne souhaite pas donner toute la transparence. On en est où là en ce moment sur l'intelligence artificielle, sur cette limite? Alors Raphaël, tu diras ce que tu en penses. Moi, j'attends toujours le grand vulgarisateur. Oui, d'accord. De ce sujet-là, qui va arrêter de se réfugier derrière la technique, l'opacité des maths qui sont appliquées derrière ou des statistiques, mais qui explique clairement là où il y a un potentiel de biais ou comment on a corrigé les biais intrinsèques à la donnée qu'on va utiliser, le choix des données, la pondération. C'est quand même pas des mathématiques si avancées que ça, franchement. Mais on attend un grand vulgarisateur, quelqu'un qui serait capable de l'expliquer d'une façon très simple et justement pas dans l'opacité, parce que ces algorithmes-là ont été audités, on peut année après année voir les résultats. Parcoursup, on voit quand même les résultats après plusieurs années de déploiement, donc oui, moi j'attends ça. Je ne sais pas Raphaël si toi... Non, je suis complètement d'accord avec toi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur l'acceptabilité et puis l'explication, l'éducation, on en parlait un peu tout à l'heure d'ailleurs, sur l'éducation des citoyens sur ces nouveaux outils. Il y a l'IA, il y en a d'autres, sur comment ça marche. Et c'est très très difficile pour l'IA, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui utilisent des systèmes d'IA, experts, deep learning, n'importe quoi, qui ne comprennent pas eux-mêmes comment ça marche en fait, qui acceptent le résultat parce que ça les arrange en gros, et qui ne comprennent pas eux-mêmes comment ça marche. Et donc il y a tout un processus d'explication qui est peut-être même impossible dans une certaine... Moi, j'exclus pas le fait qu'on n'arrive jamais à convaincre l'ensemble de la société qu'il nous faut des IA. Peut-être que les gens préfèrent avoir, plutôt que Parcoursup, un truc assez mathématique simple, un algorithme arborescent super simple pour dire ok, si tu n'as plus de temps, tu vas là. Qui sera transparent, en tout cas. Qui sera qui serait complètement transparent comme c'était avant. Peut-être que l'humanité, la société n'acceptera jamais de confier ces décisions-là, certaines des décisions, sans comprendre à des machines, sans comprendre, et même en comprenant si ça se trouve. Non, je pense que le vrai obstacle, c'est ce que tu disais, c'est que c'est pas facile à comprendre. Le grand vulgarisateur, il n'existe pas encore. Et la science-fiction peut aider justement. Mais oui, bien sûr. En fait, vulgarisation ou pas? Oui, bien sûr. Donc tous les médias peuvent aider en fait, mettre en scène des situations. La voiture autonome, c'est un exemple magnifique aujourd'hui parce qu'il est assez présent. Mettre en scène les situations, dire voilà, il y a des décisions à prendre, comment ça marche, les conséquences, balayer les conséquences. Donc là, la science-fiction, clairement. Moi, en ce moment, je travaille pas mal sur les liens entre science et jeux vidéo, et je crois beaucoup dans le jeu vidéo pour ça. C'est-à-dire faire expérimenter à des gens, à des joueurs,
Il y a des jeux dans lesquels un joueur humain joue, il y en a plein en fait, mais on ne s'en rend pas forcément compte, un joueur humain joue à côté d'une IA, et donc comprendre comment cette IA prend ses décisions, avancer là-dedans, c'est des moyens de sensibiliser une grande partie de la population, les jeunes ont tous des jeux vidéo dans les mains aujourd'hui, sur des questions comme ça, quoi. Alors du coup, cette problématique de l'acceptabilité par les populations est liée à la transparence, mais elle est aussi liée à l'éthique de ce que l'on fait de l'intelligence artificielle, puisqu'effectivement, en connaissant tous les mécanismes d'influence, on peut amener les consommateurs vers des chemins où ils n'ont pas forcément envie d'aller, quelque part, et là on va parler de manipulation. Parallèlement à ça, on peut se dire que du coup, si les marques sont de plus en plus sophistiquées pour influencer le comportement des consommateurs, les consommateurs eux-mêmes vont mettre en place des intelligences artificielles pour les contrer, donc on va avoir un combat d'intelligence artificielle. Oui, mais alors le combat, il restera, à mon avis, hyper inégal, hein, Pierre. Parce que quand même, l'asymétrie des moyens et des investissements entre les gros acteurs économiques et puis les associations de défense des consommateurs, je pense que là, on est quand même dans un gros sujet. C'est quand même un modèle de développement industriel, l'IA. Donc, je crois que là, c'est la protection, je dirais, par les puissances publiques qui sont un peu des garde-fous. Alors, ils sont toujours à la traîne, je sais bien, par rapport aux avancées technologiques, mais quand même, en Europe, on a déjà une chance avec des réglementations sur la protection des données personnelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tripatouiller beaucoup sur le comportement de chacun sur les réseaux notamment. Mais en revanche, oui, moi je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'il y aura un combat d'IA, il est trop disproportionné. En revanche, oui, l'éducation, déjà la vigilance. Si on expliquait, moi je crois beaucoup qu'il faut quand même comprendre comment on est influencé. Donc c'est vrai que c'est dans le parcours éducatif déjà que ça commence. Le code, je pense qu'il y a beaucoup de... Ça devrait être fondamental, c'est un langage. On apprend l'anglais, on apprend l'allemand, on apprend le chinois. Bon, on doit apprendre le code. Oui. C'est pareil. C'est universel maintenant et c'est très très important parce que ça fait se poser des questions. Même un enfant va poser des questions très intelligentes quand on lui demande de coder. Donc voilà, il faut commencer comme ça. Après, je sais bien que dans les écoles et les business schools et puis les écoles d'ingénieurs, il y a toute cette réflexion pour ceux qui vont développer de l'IA sur des problématiques éthiques. Moi, je pense que ça vient aussi dans les entreprises sur réellement imposer. Alors l'ennui, c'est ce que tu disais. Moi, je crois que beaucoup dans les comités exécutifs avec lesquels on discute, il y a très peu de monde en fait qui comprend réellement ce qu'il faut, là où il faut mettre le doigt, les questions qu'il faut poser sur ce domaine-là. Oui, donc c'est vrai qu'on est encore à un niveau, il y a une asymétrie financière, il y a aussi parfois une asymétrie de connaissances, à la fois chez les consommateurs, mais même chez les décideurs dans les entreprises. Alors ça va se régler générationnellement, d'une certaine manière, parce que moi je peux imaginer que voilà, dans 20 ans, il y aura des gens dans les COMEX qui seront beaucoup plus en compréhension de ce qu'il faut absolument demander comme question à son patron des algos. Aujourd'hui, il n'y a jamais de questions sur les algos. Là, je me souviens, dans un précédent job, on générait 300 algorithmes par an. On avait un portefeuille, personne ne nous demandait jamais des détails sur la durée de vie, la fiabilité. C'était jamais demandé au niveau du board. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais pour l'instant, pour moi, le garde-fou déjà mis en place, c'est des réglementations un peu protectrices. D'accord. Et puis, effectivement, une évolution de la gouvernance des marques par des personnes qui sont de plus en plus animées par des principes éthiques par rapport à d'autres générations de patrons. Donc ça, c'est important. Alors l'autre chose qui peut venir renforcer l'acceptabilité des intelligences artificielles, c'est si cette intelligence artificielle est mobilisée pour un changement de modèle économique vers plus de sobriété, vers une capacité à influencer le consommateur vers des choix plus responsables, à la fois sociétaux ou environnementaux. Est-ce que tu y crois Bien sûr, parce que ça existe déjà. On parlait là de l'initiative qu'on a eue avec la SNCF, mais il y a les smart cities fonctionnent sur ce principe vertueux d'utiliser ces intelligences artificielles pour de l'optimisation de dépenses d'électricité, par exemple. On peut imaginer totalement que ce soit sur certains... Là, le sujet est sur la décroissance de notre consommation d'énergie. Je ne doute pas que l'IA va être un soutien
absolument efficace pour identifier là où il faut aller en priorité et comment l'optimiser à moindre coût sur nos vies personnelles et puis le fonctionnement, par exemple, des entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a des déploiements, je ne sais pas si tu as d'autres exemples, mais moi c'est vrai que je pense que ça existe 15% déjà. de réduction d'énergie demandée par la communauté européenne, effectivement, on pourrait tout à fait d'ores et déjà mobiliser ces intelligences artificielles. Exactement, regarde dans les programmes éducatifs en ligne, c'est vrai que tu commences, en fonction des réponses, de définir un autre parcours d'apprentissage. Ça, c'est vraiment des usages, je trouve, extrêmement pour le bien commun. Oui, c'est parfaitement l'utilisation de l'IA. Pour moi, elle est dans tous les éléments sociétaux où on peut capturer de la donnée et l'utiliser, parce que quand même. D'accord. Alors on voit effectivement, il y a beaucoup de possibilités finalement de développement de l'intelligence artificielle qui doit avoir pour corollaire effectivement de la transparence, de la mobilisation de l'intelligence artificielle comme aide à la décision, pas comme substitut, de la mobilisation de l'intelligence artificielle aussi pour des causes qui en valent la peine. Alors effectivement, je pense, Virginie, tu as une question pour Raphaël sur l'intelligence artificielle dans la science-fiction. Oui, moi, ça me fascine un peu comment c'est le sujet qui envahit quasiment tout l'imaginaire de la science-fiction. En tout cas, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est ce que je vois. Et ça m'interroge un peu. Pourquoi on est si focalisé sur ce sujet-là, aux dépens des intelligences, par exemple, extraterrestres. Voilà. Alors, moi, j'en déduis que tu es une intelligence artificielle qui a été peut-être mal entraînée. Parce que non, mais c'est sûr que l'IA depuis très longtemps, depuis les robots d'Asimov et même un peu avant, est un thème de science-fiction très fort parce que c'est une mine narrative incroyable. Il y a plein de choses à raconter, mais c'est pas la seule. Il y en a plein d'autres. Les vies extraterrestres, ça existe encore. Avatar, dans un film comme Avatar, il y a très peu d'IA et on est très centré sur la rencontre entre deux espèces. Le voyage interstellaire, le voyage temporel restent quand même des thèmes qui sont très très utilisés en science-fiction. Souvent, il y a une IA qui devient folle dans ces... Dans Terminator, il y a effectivement une IA qui a le voyage temporel, mais pas toujours. Non, pas toujours. Je sais pas. Alors, je ne sais pas si vous allez me pardonner ça, mais par exemple, Les Visiteurs, c'est un film de science-fiction dans lequel il y a un voyage temporel. Il n'y a pas d'IA. Et même un autre film français, peut-être de Clapiche, c'est pareil, c'est un film de science-fiction avec un voyage temporel, il n'y a pas d'IA. L'apocalypse aussi, c'est un thème à mon avis qui aujourd'hui est en train de prendre, ça a toujours existé, Mad Max, etc., mais qui est aujourd'hui en train de prendre beaucoup d'importance parce que on a peur du réchauffement climatique, de toute crise qui mettrait vraiment à mal la planète, en fait pas vraiment la planète, plutôt l'humanité, quoi. Il y a plein d'autres thèmes. Je trouve aussi récemment dans la science-fiction, il y a le terme de l'organisation sociale, qui est un thème qui était en particulier par la SF américaine assez peu traité et qui monte un peu en puissance. Je pense à La Servante écarlate par exemple, qui est un très beau livre et très très belle série où on se pose des questions d'organisation sociale, des choses comme ça. Donc il y a plein d'autres thèmes. C'est sûr qu'aujourd'hui tout le monde parle d'IA ou de métavers ou de blockchain ou de choses comme ça, donc c'est des thèmes qui vont naturellement, parce qu'ils sont dans l'actualité, aussi être utilisés par les auteurs de SF parce que les gens en parlent, ça. Mais il y en a plein d'autres. Et beaucoup de dystopie finalement et peu d'utopie dans l'intelligence artificielle, ou finalement il y a quand même des visions positives de l'intelligence artificielle, alors, un petit peu dans ton livre d'ailleurs, mais... Alors oui. Alors ça c'est une question plus générale que l'intelligence artificielle. La SF est souvent dystopique. Parce que ça fait vendre, je pense que le public, parce qu'on vit dans un monde où les gens aiment avoir peur. C'est ça, exactement. Les actualités, tout ça, nous vendent la peur un peu tout le temps, et donc nous auteurs de SF, on aurait tort de ne pas faire la même chose et de jouer un peu sur les inquiétudes viscérales un peu du lecteur. Mais on est plusieurs à s'être dit, c'est pas la seule voie, non, il faut aussi donner des récits positifs. Alors mes 2 premiers romans étaient assez négatifs, ils finissaient assez mal. Le 3e, c'était mon point de départ. J'ai dit, je ne veux pas que ce roman finisse mal, je veux donner un peu d'espoir, toute proportion gardée. Et donc je veux essayer de parler c'est pour ça que ça s'appelle resilient thinking, je veux dire la résilience de l'espèce humaine. On va s'en sortir. Plus on a conscience des périls qui sont devant nous, mieux on s'en sortira, mieux on s'emparera à l'avance des crises qui sont en train d'arriver. Et donc moi, je pense que c'est important, et il y en a pas mal, qu'on écrive des récits d'anticipation,
futuristes, et pas seulement les écrivains, les journalistes, les politiques, tout le monde, nous vendent des récits aussi où on a quand même un peu d'espoir. Sinon, le nombre de gens aujourd'hui qui disent le réchauffement climatique, je m'en fous parce que de toute façon c'est trop tard. Bah non, c'est pas trop tard. En effet. C'est vrai. Mais vous êtes tous les deux porteuses et porteurs de messages très positifs et avec du coup comme corollaire effectivement une nécessité de réfléchir aux implications de l'intelligence artificielle dans la société en général et dans la société de consommation en particulier. Donc merci beaucoup Merci à toi. pour votre participation Merci beaucoup. à cette émission aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci de nous avoir écoutés. C'était la première édition de notre podcast Insights of Tomorrow. N'hésitez pas à nous laisser un message vocal avec vos impressions, nous le diffuserons lors de notre prochain podcast. Rendez-vous dans un mois pour la 2e édition sur les tendances de l'alimentation dans la SF. Et d'ici là, bonne lecture.